J'ai caressé son visage, il était très paisible et je me suis dit, ok, bah, tu peux partir paisiblement, tu fais aussi ma paix et t'as accompli ta mission, t'as rempli ta mission, je te laisse partir puisque moi aussi, bah, à partir de maintenant, je vais pouvoir me reconstruire petit à petit. Le fait de t'avoir vu, bah, ça me laisse, moi maintenant, je vais pouvoir me reconstruire parce que toi, tu me donnes cette paix. Bienvenue sur Basvav. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Tahir, donc bienvenue sur Basvav. Merci. Tu as 32 ans, tu es née à Mada, Madagascar. Tu es venue en France donc pour tes études après le bac. Tout à fait. Et aujourd'hui tu es assistante administrative dans une grosse boîte de finances. Une boîte de finances. Une boîte de finances, ok. Donc tu es mariée. Voilà. Et maman d'un petit Elijah, qui est aussi ici avec nous. Oui. Coucou Elijah. Tu as accepté aujourd'hui de venir parler dans notre podcast pour parler d'un sujet que l'on va juger un petit peu tabou, enfin, alors que ça ne devrait pas l'être, donc qui est la fausse couche tardive. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui t'écoutent aujourd'hui, aux jeunes femmes qui peut-être aujourd'hui traversent la même chose? Ok. Et qu'est-ce que tu peux leur dire qui pourrait les encourager et partager aussi un petit peu par quoi t'es passé et comment aussi t'as fait pour t'en sortir aussi. D'accord, ok. Bon, dans un premier temps, merci à vous d'être venu jusqu'à nous. Merci à toi. Merci de m'avoir considéré, de m'avoir peut-être, entre guillemets, choisi, de pouvoir aborder ce sujet qui me tient quand même à cœur, justement. Dans le but surtout de partager, d'encourager, de témoigner et de briser ce silence en fait qui est le tabou autour des fausses couches et surtout les fausses couches tardives. Surtout dans notre société malgache, on va dire. On a tendance à cacher tout ça, à ne pas en parler, à se dire... dans un premier temps aussi, il y a ce fameux on ne parle pas d'une grossesse sauf si on dépasse les 3 mois fatidiques. Donc au-delà de 3 mois, c'est les fausses couches tardives. Et là, tout le monde est déjà au courant qu'on est enceinte. Et quand il y a une perte, en fait, comment dire, du coup, c'est presque toute la société, toutes les personnes qui ont été au courant, qui sont au courant qu'il y avait une perte. Donc moi, c'est surtout d'encourager les personnes, en fait, dans le sens où ce n'est pas normal que ça nous arrive, mais ça n'arrive pas qu'aux autres, et ça peut tout à fait arriver à chacune d'entre nous. Donc pour moi, faut pas le considérer comme un échec dans l'accomplissement d'une vie de femme qui est par exemple ayant pour but d'enfanter, puisque ça déjà c'est très réducteur par rapport à la société malgache. Une femme est faite pour enfanter, et si on n'y arrive pas et si on passe par des fausses couches, c'est comme si on le prend comme une sorte de gêne, d'échec, de honte. Faut vraiment pas avoir honte, il y a aucune honte à ça, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Le corps est complexe, et puis la nature aussi peut être bien faite, mais voilà, les fausses couches peuvent découler de diverses raisons. Faut surtout pas faut pas en avoir honte, on va dire. Voilà. Ça, c'est vrai que tu as parlé du fait que pour les femmes malgaches, enfin pour la société malgache, une femme est une femme une fois qu'elle a eu un enfant. C'est vrai que, et du coup, c'est une double pression, parce que est-ce que tu dis, voilà. Je ne suis pas à la hauteur, et tout à fait. C'est totalement faux. Voilà. On est femme quand on se sent femme, mais non quand on a un ça. bébé. On a l'impression que tant qu'on n'arrive pas à et ça, je pense que c'est la société malgache qui a imposé ça quelque part, mais on a l'impression que si on n'arrive pas à enfanter, à avoir
un enfant, et encore, je ne rentre pas dans les questions d'âge, mais si on n'arrive pas à avoir un enfant, c'est très mal vu, quoi. Donc, passant par des fausses couches, ça reste très tabou. C'est comme s'il faut pas en parler, chut, faut garder ça entre nous. Faut surtout pas que ça se sache, en fait. C'est ça. Et toi, du coup, c'est ce tabou-là que tu as voulu briser, c'est le fait de ne pas en parler. Voilà, du coup, c'est briser ce silence et vraiment ne plus faire en sorte que ça devienne un sujet tabou, parce que c'est un sujet comme un autre et qui mérite vraiment que c'est pas qu'on débatte là-dessus, puisqu'il y a rien à débattre, mais qui mérite quand même d'être qui mérite de l'attention, de l'attention, tout simplement, voilà. Donc on en parle. Du coup, c'est ce qui m'amène aujourd'hui ici chez Tahir. C'est du coup, je l'ai rencontrée sur les réseaux sociaux, parce que elle en a parlé ouvertement sur Instagram avec des photos et tout un témoignage de ces fausses couches tardives, parce qu'il y en a eu plusieurs, 2 exactement. Donc du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus quand c'est arrivé, en fait, comment t'as vécu le deuil périnatal, enfin, dans le premier cas, et ensuite pour la seconde fois aussi. Ok. On s'y attendait pas du tout, parce que ça, on le savait pas. J'ai mené une grossesse, la première fausse couche tardive, ça s'est passé en 2017. Donc début de grossesse tout à fait normal. J'avais pas les signes, j'avais pas de nausées, pas de vertige ni rien, donc j'étais plutôt bien portante, on va dire. J'étais très contente, parce que je me suis dit, je mène une grossesse très épanouie, pas de problème particulier, etc. Et puis, comment ça s'est passé? Un soir, en me levant du lit, je perds les os. Et je ne savais pas ce que c'était au départ. Et donc, Tu étais à combien de mois J'étais à 4 mois et demi. 4 mois et demi. Donc tu perds les os à 4 mois et demi. Voilà, je perdais les os. C'était vraiment un gros splash. J'ai l'impression que j'ai vraiment senti quelque chose, un gros splash dans le ventre. Et hop, de l'eau, beaucoup d'eau qui est sortie. Et j'étais pas inquiète au départ, parce que je pensais que c'était pas grave. Et puis, avec mon mari, au final, on a décidé de partir aux urgences. Et on a expliqué ça, j'ai perdu du liquide, etc. Et puis, j'ai été hospitalisée suite à ça. Et on m'avait dit... entre-temps, en fait, sur le chemin, le cœur du bébé ralentissait. Et arrivé à l'hôpital, pour être hospitalisée, là c'était trop tard. Alors on a consulté, on était allé voir, on était passé aux urgences. Ensuite on n'a pas été reçus, on a patienté des heures et des heures et des heures. On était allé en pleine nuit quand même, on n'a pas été reçus à temps, jusqu'à ce que j'appelle ma gynécologue à 8h. Je lui dis oui, est-ce que vous pouvez quand même me prendre en urgence, parce qu'il s'est passé ça dans la nuit. Je pense avoir perdu les os, mais sans en être vraiment sûre. Et est-ce que c'est possible de me prendre en urgence? Donc elle me dit oui, vous pouvez passer entre 2 rendez-vous. Donc j'y suis allée, et elle me dit il y a du sang, vaut mieux que vous ayez à un hôpital le plus proche, mais avant toute chose faites une échographie. Donc il y a un centre pas très loin de chez nous, on a fait une échographie, donc, et c'est là qu'on s'est aperçu que le liquide amniotique diminuait. Il y en avait plus beaucoup, enfin pas dans la norme en tout cas, et le cœur du bébé ralentissait. Donc il fallait y aller tout de suite à l'hôpital, en urgence. Et on voulait pas se rendre dans le même hôpital où on s'est rendu la nuit, parce qu'on s'est dit, on a passé des heures là-bas sans être reçus à temps, on va aller ailleurs. Donc on était allé à une clinique dans le 91, et ausculté par un gynécologue qui était ce jour-là donc de garde. Et c'est lui qui m'a ausculté. Et puis là, tout de suite, il a dit, je me rappelle encore très très bien même de l'air qu'il avait, il a dit je suis désolée, le bébé est déjà engagé. Et quand on entend le je suis désolée, puisque pour nous tout était encore possible sur le chemin, le cœur ralentissait, mais vous allez à l'hôpital pour arranger. Voilà, pour arranger les choses, que c'était encore tout à fait. Vous n'allez pas à l'hôpital pour vous dire ça y est, on a perdu le bébé, mais ça y est, il y a un petit problème, voilà, on va l'arranger. Exactement. On était dans cette optique-là.
Quand on nous dit ça, c'est comme un coup de marteau en fait, hein. C'est le ciel qui nous tombe sur la tête. Je suis désolée. Il nous a quand même laissé quelques minutes, je pense, pour digérer la nouvelle. Mais du coup, je ne suis plus rentrée chez moi, hein. On a décidé de me garder à l'hôpital pour justement accoucher. Ils appellent ça l'expulsion. Mais voilà, c'est un terme médical. Mais moi, le terme humain, pour moi, reste accouchement, puisque c'est un accouchement, quoi. C'est un enfant qui sort de soi-même. Donc pour moi, ça reste un accouchement quand même. Très, très prématuré, mais ça reste un accouchement. Et du coup, on était resté à l'hôpital et ça ne s'est pas fait le jour même. On a attendu que ça se fasse le jour même tout naturellement. Ça, c'est pas fait. Puis le lendemain, on a dû me déclencher. Et ça s'est fait suite à ce déclenchement-là. Je suis restée quelques jours à l'hôpital. Et après, nous sommes rentrés à la maison. Donc tu as appris au séjour que le bébé est mort. Voilà, c'est ça. Qu'il est parti. Est-ce que tu en as pris conscience tout de suite en fait? Non. Que c'était fini en fait? Non, je pense que non, puisqu'en plus... je pense que non. Parce qu'en plus, malheureusement, mon mari n'a pas pu être présent. Il a dû passer une formation, un examen, je ne me rappelle plus, un examen, donc il n'a pas pu être présent. Et sur le coup, j'essaie de le rassurer en envoyant des messages. Non, mais ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas, je vais assurer, je vais pouvoir y arriver toute seule. Il s'inquiétait, il me disait toujours, alors est-ce que ça s'est fait? Alors est-ce que vous en êtes, etc. Et j'étais quand même accompagnée puisque j'ai fait appel à une cousine qui venait de loin pour me soutenir. Mais sur le coup, non, sur le coup, vraiment, je ne réalisais pas en fait que c'était fini. Et pourtant j'ai passé des heures en salle d'accouchement, en salle de naissance, mais pour moi non, sur le coup je ne m'étais pas rendu compte. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais vraiment mal, c'est quand j'étais enfin admise en chambre et quand j'entendais, puisque comme on était en maternité, et quand j'entendais les cris des bébés. Quand le soir c'est d'un silence où on pouvait tout entendre, et là les cris résonnaient dans ma tête. Et à longueur de journée, c'était vraiment dur parce qu'on se dit, mince, c'est quand même une violence quand même de dire que toi tu viens de perdre un enfant et qu'ils t'ont mis à l'étage où il y a des enfants qui naissent. Voilà, moi je pense qu'il devrait quand même, je pense qu'il devrait quand même y avoir un petit, je sais pas, une chambre, je sais pas, dans un autre pôle, en pôle chirurgie, ou en dans pôle, un autre, même ailleurs. Voilà, mais pas dans le pôle maternité où on entend les bébés pleurer. Ou même en gynécologie normale. Enfin, voilà, en gynécologie normale, tout simplement. Ouais, ça mais ça, c'est très très dur, c'est très très dur. T'imagines toutes les nuits. Tu dois faire un deuil et on te rappelle en fait. Voilà, et on a des pensées noires, on a des pensées très très noires à ce moment-là. On se dit... on imagine toutes sortes de films d'horreur. On se dit mais comment je vais pouvoir y arriver, je vais massacrer tous les bébés. Je suis désolée, mais c'est... Ouais. Pourquoi le mien? Voilà, c'est ça. Pourquoi le mien, et pourquoi il y en a d'autres qui crient, pourquoi il y en a d'autres qui vivent, et pourquoi le mien il ne vit pas, quoi. Très très vite derrière, on a redécidé de relancer la machine, de refaire une autre tentative. Et on s'est dit, cette fois-ci, on va peut-être plutôt faire attention, etc. On savait pas c'était quoi le problème pour la première grossesse. Mais cette fois-ci, on se dit, on va quand même faire attention. Donc j'avais des contractions, je suis allée à l'hôpital en urgence. Et j'étais arrêtée, donc je me suis reposée. Et après, j'ai repris un cours de vie normal. Jusqu'au jour où au travail, j'avais d'énormes contractions. Donc je décide d'aller consulter en urgence, c'est pas normal. C'était à 4 mois? Là par contre, c'était vers 3 mois et demi les premières contractions. D'accord, 3 mois et demi. Okay. Et j'étais allée aux urgences, donc voilà, j'ai beaucoup de contractions. Donc, et puis le gynécologue de garde, effectivement, là vous risquez un accouchement très prématuré. Ce qu'ils appellent un MAP, un menacement d'accouchement prématuré. Il va falloir vous mettre au repos. D'accord, ok, je me suis mise au repos.
Prochain mois, donc 4 mois et demi, il y a eu une consultation, donc je consulte, c'est normal, tout va bien. On me dit, ah mais non, mais tout va bien, le col s'est refermé, puisque lors de ma consultation aux urgences, ils ont remarqué que le col s'est ramolli, ce qui fait que c'est un mauvais signe, ça s'est raccourci. Et c'est un mauvais signe donc. À la consultation d'après, on m'avait dit ah non mais tout est rentré dans l'ordre, tout est redevenu normal, le col est redevenu normal. Vous pouvez de nouveau vous remettre en activité, etc. Reprendre les choses petit à petit et tout. Et donc c'est ce que j'ai fait. Hein. Je me suis quand même ménagée, mais je me suis dit bon, je ne suis plus alitée alors. Donc et je pense que ça nous a induit en erreur. Et je commençais un peu à bouger à la maison, etc. Jusqu'au jour où, un samedi, je crois que c'était un samedi, je perds du sang. Je perds du sang à la maison. Et je perds beaucoup de sang. Alors, panique, mon mari était encore là, mais il devait se rendre au travail. Ma belle-mère aussi était là. Je crois que c'est parce il y avait un déjeuner de famille. Et là, je perds du sang. Et panique, donc mon mari nous dépose à l'hôpital et je lui dis non, ne t'en fais pas, pareil, hein, on s'y attend pas du tout. Je lui dis non, mais ne t'en fais pas, tu nous déposes à l'hôpital, de toute façon, je suis avec ta maman, elle va prendre soin de moi, etc. Elle restera avec moi, elle va me tenir compagnie, si jamais il y a quoi que ce soit, bah, elle est là, nous on va gérer. Toi, va au travail et puis on te tiendra au courant, des nouvelles. Donc on s'y rend et là. Le médecin m'ausculte et me dit ah mais mince votre col est grand ouvert, votre col est déjà ouvert, pas grand ouvert mais déjà ouvert et on va vous retenir à l'hôpital puisqu'on va tout faire pour refermer ce col via des médicaments et là ils m'ont dit oui on va vous cercler à chaud si on y arrive. D'accord. Puisque c'était la solution de dernière minute pour eux en fait. Voilà. Donc bon, ok. Donc on a essayé de retenir les contractions et puis comme j'ai un utérus contractile, je contracte tous les jours dès 2 mois. Dès 2 mois de grossesse, je contracte tous les jours. Donc en fait, ce qui fait que ça n'aide pas du tout puisque les contractions appuient sur l'utérus, ce qui fait que l'utérus appuie sur le col, ce qui fait que le col, lui, au lieu de se fermer, bah, il s'ouvre. Et les contractions, il y en avait tous les jours, donc on n'arrivait pas du tout à refermer le col, jusqu'au jour où en fait ça contracte à fond, toutes les 2 minutes, et là je commence à perdre de l'eau, et je ne voulais pas encore y croire, et je dis à mon mari, j'ai bien peur, en fait au fond de moi-même, je pense qu'au plus profond de moi, je savais que c'était la fin, mais moi ma raison ne voulait pas y croire. C'était non, je pouvais encore tenir ce bébé, je peux encore tenir ce bébé. Et j'ai dit à mon mari, mais je pense qu'il y a de l'eau qui sort, alors je ne sais pas ce que c'est. Donc on appelle une infirmière de garde qui fait le test. Et quand elle a dit, je suis désolée si vous perdez votre liquide amniotique. Et là, ce que j'ai ressenti vraiment inconsciemment plus profond de moi-même que c'était la fin, bah ça s'est confirmé en fait que c'était la fin. Donc grosse pleure et grosse douleur parce que c'était vraiment les contractions intenses de 2 minutes, toutes les 2 minutes. Et puis elle m'a dit, bon, on va vous diriger en salle de naissance. Et puis on m'installe. Je vois des va-et-vient du personnel médical, mais sans vraiment me rendre compte parce que j'ai hyper mal à ce moment-là. Et puis on me dit, est-ce qu'on a le temps de poser la péri? Non, on n'a pas le temps, va falloir poser maintenant. Donc je demande, est-ce que je peux poser là tout de suite parce que je sens qu'il y a quelque chose qui me dérange, c'est le bébé, je pense, qui n'est plus loin. On me dit oui, poussez. Oui, voilà, on me dit oui, vous pouvez pousser, dès que vous sentez que vous pouvez pousser, vous pouvez y aller. Et là j'ai tenu, j'avais demandé expressément à voir le bébé et à le garder avec moi, à passer du temps avec lui. Parce que la première fois, tu n'as pas voulu voir. Voilà, c'est ça. La première fois, en fait, on me l'a pas proposé, je ne savais pas que c'était faisable ni possible. Et la première fois, j'ai accouché, puis ils ont tout de suite ramené le bébé dans une autre pièce, et puis on m'a nettoyé, etc. Voilà. Et puis cette fois-ci, j'ai demandé, puisque j'avais besoin justement de voir ce bébé-là par rapport au premier deuil qui ne s'est fait que vraiment des mois après la première fausse couche. Et donc là, j'ai tenu à voir le bébé pour pouvoir faire le deuil correctement. Je sais pas si on fait un deuil correct ou pas correct, mais pour pouvoir faire mon deuil.
Ce qui m'a aidé aussi, c'est parce qu'en fait, j'ai passé du temps avec le bébé à l'hôpital et j'ai tenu à passer du temps avec lui. J'avais demandé à passer du temps avec lui, donc j'ai passé quelques brèves petites minutes. Mais ces minutes-là, je les ai passées intensément, paisiblement, puisque j'ai vu le bébé. Les sages-femmes ont pris le soin de mettre un petit bonnet et une petite couche. Et d'ailleurs, j'ai gardé les empreintes de ses petits pieds, je les ai gardées précieusement. Mais ça m'a beaucoup aidé aussi. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur, en fait, d'affronter la réalité. Faut pas se dire, mais ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une triste nouvelle, il y a une nuance. C'est une triste situation, mais c'est pas une mauvaise situation. Et il faut savoir vraiment affronter cette réalité-là. Je pense que le fait d'avoir affronté ça, quand j'ai vu le tout petit bébé en paix, quand on me l'a amené, quand je l'ai vu en paix, passer du temps avec lui, j'étais en sanglots certes à ce moment-là, mais quand je l'ai vu, quand on me l'a emmené à côté de moi, j'ai caressé son visage, il était très paisible et je me suis dit ok, bah, tu peux partir paisiblement, tu fais aussi ma paix et t'as accompli ta mission, je te laisse partir puisque moi aussi bah, à partir de maintenant je vais pouvoir me reconstruire petit à petit et je lui dis le fait de t'avoir vu bah, ça me laisse moi maintenant je vais pouvoir me reconstruire parce que toi tu me donnes cette paix. Et c'est ça qui a fait que très très vite j'ai pu rebondir, j'ai pu me reconstruire derrière. C'était parce que je l'ai vu et j'ai vu qu'il était en paix. Cette fois-ci, ça s'est vite, comment dire, résolu. J'étais vite prise en main, donc on n'est pas resté longtemps à l'hôpital. Dès que les choses se sont bien remis en place, etc., on pouvait repartir pour ne pas justement rester trop longtemps à l'hôpital. Pour le premier deuil, j'ai essayé de garder vraiment mes peines dans le but de ne pas peiner aussi mon entourage, ma famille, mes amis. Donc pour moi c'était je gère ça à ma manière. Ça m'arrivait malheureusement, on en a parlé. Tu as refoulé alors. Voilà, c'est ça. J'ai refoulé mon deuil, exactement. C'est comme ça et ça t'a permis, tu penses, de l'affronter ou est-ce que non, je pense que c'était une mauvaise idée. C'était une mauvaise idée voilà, j'aurais dû extérioriser et peut-être être un tout petit peu égoïste, ne penser qu'à moi et vivre ces peines, cueillir les peines en fait, accueillir ces peines-là et les vivre. Mais au lieu de ça, bah, je les ai refoulées. Je ne voulais pas que mon entourage souffre aussi avec moi, que mon mari aussi me voit en ayant de la peine et pourtant c'était tout à fait normal. Mais je ne voulais rien de tout ça. Ouais. Donc pareil, ça m'est arrivé, on en parlait avec mon mari quand on était revenu de l'hôpital pour la première grossesse, on en a parlé de nos ressentis, de nos propres ressentis, etc. Mais malgré ça, ben, ça m'arrivait, je pleurais en silence la nuit. Parce que je ne voulais pas qu'il me voie pleurer, je ne voulais pas qu'il me voie en peine. Donc voilà, je vivais ça toute seule dans mon coin, en pleurant la nuit, en pleurant quand je suis seule. C'est la douleur des femmes en fait, finalement, tu pouvais pas avoir mal devant les gens. C'est ça. Et en fait, c'est horrible. Voilà, et je pense que c'est encore un tout petit peu à cause de la société parce que il faut paraître forte. Oui, c'est ça. Mais on a le droit d'être faible hein, et on a le droit d'être faible, de paraître faible, de vivre nos faiblesses, d'exprimer nos faiblesses, et c'est un peu tout ça aussi. Faut pas tout le temps je suis forte, oui, nous sommes fortes et j'en suis convaincue. Mais il y a des moments où justement ces faiblesses-là, il faut les vivre pour ne pas pour ne pas les regretter ou pour ne pas reporter les choses sur la durée, sur le long terme. Garder de la tristesse, enfin c'est on peut pas vivre en disant en accumulant toujours les peines et c'est ça. On a besoin en fait, c'est humain en fait de pouvoir exprimer, de pouvoir être en colère. Et ça c'est un peu le quotidien des femmes en fait, c'est genre c'est ça. Tu es une femme, tu subis, tu te tais, tu gardes pour toi. Exactement. C'est ton rôle de femme de garder la douleur. Voilà. Et en fait, non. Mais en fait, non. Non. Ouais. Et je ne voulais pas attrister ma mère, ma famille, donc mon entourage. Mais à un moment donné, dur, en fait. C'était très très dur et puis je m'en suis rendu compte. Et tes deux deuils en fait ont été identiques, c'était la même chose quand tu as perdu
la première fois? Non, ce n'était pas la même chose, c'était vraiment beaucoup plus facile pour le second. Je pense que c'est parce que j'ai déjà fait un deuil pour le premier. Et d'ailleurs, pour le premier, c'est pas qu'obligé, mais au départ, je refusais catégoriquement de voir une psychologue. Puisque dans ma tête, je me suis dit, mais non, je vais y arriver toute seule. Mais non, mes prières me suffisent. Mais non, Dieu me suffit, etc. Et aussi parce que, encore une fois, au niveau de la société malgache, j'ai l'impression qu'on nous prend pour une folle. Quand on dit qu'on va consulter une psychologue, c'est comme si c'est pas normal en fait d'aller consulter des psychologues. Et donc pour moi, je refusais de catégoriquement d'aller consulter, puisque j'avais nourri ces idées-là, ces idées reçues-là. Donc au final, je me suis dit, mais je vais jamais m'en sortir, il faut absolument que j'aille consulter une psychologue. Puis je rappelle l'hôpital, oui, on m'avait dit que voilà, qu'on pouvait consulter une psychologue. Est-ce qu'on peut me redonner son contact, puisque j'aimerais prendre rendez-vous avec elle. Et donc j'ai pris rendez-vous avec elle. Et ça t'a aidé du coup pour la deuxième? Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça qui m'a aidé. C'était vraiment un élément clé qui m'a aidé pour le second deuil, alors que le second deuil, c'était même pas nécessaire que j'aille consulter une psychologue. Mais le fait de l'avoir consulté d'avoir parlé avec une tierce personne qui ne fait pas partie de ma famille ni de mon entourage, chez qui tu peux tout lancer, tout exactement, sortir, sans retenue, qui va pas me juger, qui va faire son job avec une oreille attentive, mettre les mots sur mes peines et douleurs. Et te dire que la douleur est réelle et que c'est normal. Tout à fait. C'est surtout ça, de dire que ce que tu as vécu, ça arrive. Voilà. Et que la peine que tu ressens, c'est normal. C'est normal. Et que tu vas y arriver, que la vie continue. Que la vie continue, que voilà. Et c'est elle qui m'a appris justement à savoir vraiment, vivre les peines. Elle me dit non, mais il faut pas les refouler, faut pas les enfuir. Faut pas chercher à tout prix de paraître forte et de dire oui, ça va mieux. Ben non, aujourd'hui ça ne va pas, et ben ça ne va pas. Donc, parce que ça, je le vois aussi, je pense, avec la religion, parce qu'il me semble, la Mada, quand il y a un deuil dans la famille, les gens qui se disent chrétiens disent qu'il faut pas que tu pleures en fait la mort de quelqu'un parce qu'il a rejoint Dieu, donc même au contraire c'est quelque chose d'heureux en fait. Oui, c'est un peu ça, mais humainement c'est très très dur. Humainement c'est très dur, ça reste une perte. Et je connais pas de personne qui va se réjouir de perdre quelqu'un, même si va rejoindre oui, Dieu. tout à fait. Mais ça reste une perte, et puis... Ça t'a aidé en fait d'extérioriser, de parler de ça, tout à fait. De voir un psy. Tout à fait. Du coup, qui m'a aidé pour le premier deuil, et pour le second, ça s'est fait tout naturellement, puisque j'ai déjà appris ça pour le premier deuil. Donc j'ai appris, je les ai vécus, j'ai pris le temps de les vivre, j'ai pris le temps d'en parler. Et j'en ai fait une thérapie d'ailleurs, puisqu'à chaque fois j'en parlais, j'en avais pas honte, j'en parlais... peut-être pas, je le criais pas à la terre entière, mais j'en parlais à qui voulait l'entendre et qui était disposé à m'écouter. Et puis ça m'a beaucoup aidé de pouvoir en parler aussi facilement, de vivre les peines et de pouvoir vite passer à autre chose. Comment ton entourage a vécu en fait tes deuils et quels sont les mots qu'ils ont utilisés? Est-ce que ça t'a fait du bien ou est-ce que ça t'a fait du mal? Les deux. On va pas dire que tu leur en veux, mais qu'est-ce que tu aurais voulu qu'ils disent ou qu'ils ne disent pas? Oui. Peut-être pour conseiller d'autres personnes. Oui. Alors ça c'est un point très important, parce que mon entourage a été ma famille proche, mes amis proches, ils ont été d'un soutien infaillible, vraiment, et je leur en remercie. Mais je pense que les personnes n'étant pas passées par là ne sauront jamais trouver les bons mots quand on passe par un deuil périnatal. Et ça, il ne faut pas leur en vouloir, parce que eux, ils partent d'une très très bonne intention de réconforter, d'encourager, mais ils n'ont pas les bons mots, et ils se retrouvent un peu avec des propos maladroits, si on peut dire, parce que ils peuvent très très vite dire ah mais tu en auras d'autres, de toute façon tu en auras d'autres, mais de toute façon tu en auras plusieurs. Mais oui, mais sauf que moi, pour le moment, ce n'est pas ce que j'ai envie d'entendre. Pour le moment, je viens d'en perdre un. Alors, peu importe si j'en aurai d'autres ou pas. Mais pour le moment, moi, ma douleur, elle est là, elle est intense, elle est réelle. Et je viens de perdre un enfant. Et limite, je m'en fous si j'en aurais d'autres, en fait.
Mais c'est ça. Mais ça, les gens ne comprennent pas. Et je pense que ce qui est important, c'est d'être tout simplement là. Une présence peut largement suffire. Quand on n'a pas les bons mots, une présence peut largement suffire. Une oreille tout simplement attentive. Quand on est prêt à écouter les gens, à raconter leur peine, tout simplement, même si on ne dit rien, mais que je raconte, que je pleure, une main tendue, des épaules pour pleurer, c'est largement suffisant. Ouais. C'est pas un reproche pour dire oui, vous avez mal parlé et tout. Non, c'est pas vrai. Voilà, non, du tout. C'est vraiment, c'est normal. Même vous, en fait, je pense que il y a très peu de personnes qui en parlent de ces fausses couches tardives, et donc très peu de personnes qui savent parler à une personne qui en a vécu. Voilà, exactement. Donc c'est normal en fait. C'est tout à fait normal. La réaction des personnes extérieures est tout à fait normale. Leur propos est tout à fait normal pour eux, mais pour nous qui sommes atteints, qui passons par là, c'est vrai que sur le coup on a besoin d'entendre autre chose. On a besoin tout simplement peut-être qu'on n'a pas besoin d'entendre autre chose, mais on a tout simplement besoin d'être écouté. Mais pas d'entendre quelque chose de leur part, mais tout simplement d'être écouté et d'être épaulé, tout simplement. Et non pas, il faut pas qu'ils trouvent absolument un mot réconfortant. C'est là où c'est important d'aller voir un psy, parce qu'un psy justement c'est fait pour parler. Voilà. Et les choses qu'ils vont dire normalement, comme c'est leur domaine c'est leur métier, ils connaissent les mots qu'il faut dire dans ces cas-là. Voilà. Donc voilà. c'est important à ce niveau. Voilà. On n'est pas tous égaux devant le deuil. Voilà. Surtout quand il s'agit d'un enfant. Donc toi, tu avais besoin de voir ce bébé-là. Et par rapport à ton mari, on va pas parler de lui, pour lui. Oui, on va pas. Je ne parle pas pour lui, mais très bien. Mais c'était différent en fait. C'était très différent. Déjà, je pense qu'en temps normal, un homme et une femme ne ressentent pas les douleurs pareillement. En temps normal, déjà, les hommes intériorisent énormément. Et lui, j'avais demandé s'il voulait voir le bébé. Donc, pour lui, c'était trop dur pour lui de voir le bébé. Donc, un choix que je respecte tout à fait. Et donc, lui, il a fait son deuil, il a fait son propre deuil par ses propres moyens. Et moi, c'était ma façon, moi, de faire le deuil. Mais c'est vrai que même en tant que couple soudé, etc., parce qu'il vient d'arriver, un deuil reste vraiment propre à chacun, quoi. Du coup, ça vous a, par rapport à ton couple, ça nous a changé, ça nous a ressoudés. Oui, oui. Oui. Je pense que c'est un des éléments aussi, un élément fondamental qui solidifie un couple. Ça nous a beaucoup ressoudés, puisque mutuellement, réciproquement, on se soutient tous les jours, parce que les jours qui suivent, on est un peu dans un silence, on est un peu dans un comment tu vas, ça va, moi ça va, non, moi pas trop aujourd'hui, etc. Donc c'est un coup l'autre il va mieux, puis un coup c'est moi qui ai besoin de soutien, un coup c'est lui qui a besoin de plus de soutien. C'est vrai que ça c'est les hommes aussi, ils oublient qu'ils ont le droit aussi d'extérioriser des sentiments. C'est ça. Je pense qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont moins virils s'ils parlent pas ouvertement. S'ils parlent ouvertement. C'est faux, c'est normal, c'est aussi des êtres humains. C'est aussi des êtres humains, et ils ont besoin de vivre, d'extérioriser leurs sentiments, leurs émotions. Et du coup, c'est ça qui est bien entre ton mari et toi, du coup, parce que vous avez extériorisé à deux, vous êtes soutenus à deux, vous avez tous les deux eu du mal, et vous avez, dans les cas où l'un avait plus mal que l'autre était là. Voilà, et c'est ainsi ça. De suite, et ainsi de suite. Ça bien aussi. Ça nous a beaucoup aidé. Je pense qu'on n'était pas tous les deux au même moment au fond du gouffre, mais on c'était vraiment soit l'un soit l'autre, et à chaque fois l'un tirait l'autre vers le haut, et ainsi de suite. C'est ce qu'on dit en malgache, on dit onatan si onatan guide. C'est ça, onatan guide no etanan mam, je crois. Oui, voilà. Oui, quelque chose comme ça, oui. Mais c'est un peu ce qui... Est-ce que tu crois que ce serait quelque chose qui vous définirait? Oui, un tout petit peu quand même, oui, parce qu'on a pu retrouver quand même, malgré tout ça, malgré vraiment cette épreuve terrible, il y a quand même de l'amour pur, du soutien, du réconfort mutuel. Donc oui, je pense que oui. Alors onatan mangid naitan mam, ça veut dire c'est dans la douleur, dans la mer en fait. Voilà, dans la mer. Que l'on trouve la douceur. La douceur. C'est la traduction littéraire oui. Pour ceux qui ne parlent pas bien malgache. Vous avez aimé l'histoire de Tahir ?
Retrouvez la deuxième partie de son témoignage dans l'épisode